Et quelle chance, quel honneur, quel bonheur d'être avec vous aujourd'hui. Mon Père Noël, c'est vous! Je vais vous raconter ma vie en 5 affiches. À chaque affiche, si vous aimez, vous applaudissez, comme ça. À la 5e que vous n'aimez pas, je rentre chez moi. Ça tombe bien parce que moi, je me suis levé à 5 heures du matin. Je suis fils de l'affiche avant d'être fils de pub. Elle a toujours été mon média préféré. L'affiche est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié d'une marque. C'est vrai pour les marques, comme pour les politiques. Comment ne pas l'aimer? Pour ma part, je lui dois tout. Je l'ai découvert par le sponsoring. J'avais 20 ans. Elle m'a offert l'aventure de ma vie, le premier tour du monde en voiture. C'est curieux, personne ne l'avait jamais tenté. 2 ans plus tard, de retour en France, j'écris mon premier livre, La Terre en rond. Il va me donner les clés de la vie parisienne et de ses petits miracles. Roger Théron, le patron de Paris Match, me téléphone. Je me suis bien amusé à lire ton bouquin. Écoute, viens me voir. Le lendemain matin, je suis dans son bureau. Il me sèche d'emblée. Quel est ton plan de vie? Je lui dis, moi, je suis docteur en pharmacie. Mes parents sont installés à Perpignan. Ils sont radiologues. Moi, je suis fils du pays. Je vais m'installer à Perpignan. Il me dit, tais-toi. Écoute, stop. Tu me racontes que des conneries. Toi, tu es fait pour être à Paris. Et tu n'es pas fait pour être pharmacien, tu es fait pour être reporter de match. Tu commences demain. Et j'en ai fait 2 ans. Suivront 2 ans de guerre d'Algérie et 2 ans à François. C'est à François que je découvrirai Pierre Lazareff, le plus grand journaliste de tous les temps, avec lequel je vais avoir une vraie complicité. Mais quand j'ai 30 ans, il me dit, viens, je t'invite pour tes 30 ans. Il m'invite au Fouquet's, il y avait sa plaque. Il me dit, écoute, je ne vais pas être très gentil avec toi, mais tu ne seras jamais un grand journaliste. Je dis, ben, écoute, merci Pierre. Parce que toi, tu n'es pas l'homme du temps long. Les journalistes sont dans le temps long. Toi, tu es dans le temps court. Par exemple, ton vraie qualité, tu es un titreur. D'ailleurs, quand j'ai besoin d'un bon titre pour François, c'est toi qui me trouves le titre. Mais dans la presse qui va mourir, en bas de François, il y avait une petite ligne qui disait « Le seul quotidien français qui tire à plus d'1 million d'exemplaires. » Il est mort. Il m'a dit « Reste pas dans ce métier-là, va dans un métier neuf. Regarde Bernstein, il en fout 10 fois moins que moi, il gagne 10 fois plus. Et surtout, quand toi tu fais un bon titre, ça s'appelle un slogan, et ça te nourrit pendant 10 ans. » Ben, je lui dis merci Pierre. Le lendemain, je frappe à la porte d'une petite agence où je retrouve Bernard Roux, mon premier associé. Je suis engagé le jour même. Quelle époque heureuse, quelle époque insouciante. Le deuxième cadeau de l'affiche est le plus beau qu'elle pouvait me faire. Elle m'a offert mon agence, Roux et Guéla. Nous sommes en 68, le temps de Sous les pavés la pub. Fort du message 68A, nous prenons rendez-vous avec nos 2 boss. Notre discours sera cash. Ces 2 dernières années, nous avons doublé votre chiffre d'affaires. Nous nous engageons à nouveau à doubler votre business, mais nous voulons être associés à votre agence. Ah bon, ben, de combien? Ben, disons de 20% chacun. Bon, ben bien, écoutez, on se revoit demain matin. J'arrive le lendemain matin à la bouche en cœur. Sur mon bureau, il y a une enveloppe pour solde de tout compte. Je vais voir Bernard, je lui dis, écoute, toi tu as la même enveloppe, j'ai dit la même enveloppe, on va faire notre première agence, on va faire Rousseguela, qui deviendra Rousseguela Caïsac, Rousseguela Caïsac et Goudard, qui hélas n'est plus avec moi, et qui deviendra Havas, l'inventeur de la pub. J'appelle mon père, le ponte perpignanais de la radiologie naissante. Pour lui, annoncer la nouvelle, il est désespéré. Tu vas te ruiner. Tu vas me ruiner. Mais non, papa, l'avenir, c'est la pub. Petit miracle de la vie. Le lendemain,
mon père croise le sénateur Pams en charge du développement des stations balnéaires du Languedoc-Roussillon. Mon père lui parle de son choix, de mon choix ubuesque de carrière. Le sénateur lui répond, mais Louis, tu comprends rien à la vie. Justement, moi je cherche une agence de publicité. Envoie-moi ton fils. Je suis là le lendemain, il sera mon premier annonceur, ma première affiche, mon premier prix de l'affiche. Elle n'est pas belle, la vie. Il y a une affiche par là. Ah oui, elle est belle. Hein. Par exemple, qu'elle a 50 ans, qu'elle pourrait être aujourd'hui sur tous les murs de France et de Navarre. Troisième cadeau de l'affiche, elle m'a appris la pub. Une affiche ne s'explique pas, elle s'exprime. Et il y a 3 règles. Première règle, il faut avoir une idée, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est quoi une idée? Pose une question à un annonceur, tiens, lui, il a une tête d'annonceur. Que devient la neige lorsqu'elle fond? Il me répond, de l'eau. Voilà, une réponse incolore, inodore, sans saveur. Pas pour moi, pas pour tous les créatifs qui sont dans cette salle. Quand la neige fond, elle devient le printemps. C'est ça une idée. C'est aussi simple que ça, aussi éternel que ça, aussi beau que ça. Alors, avoir une idée. 2, il faut absolument étonner. Un jour, Cocteau rencontre Diaghilev au théâtre et lui dit, quelle est la définition de ton art? Et Diaghilev, le danseur, lui dit, étonne-moi. Ah non, lui dit Cocteau, non, je suis désolé, ça c'est la définition de la poésie, c'est ma définition à moi. Et moi je dis au musée Diaghilev, au musée Cocteau, ça c'est la définition de mon art à moi, c'est la définition de la poésie, et personne ne me le prendra, jamais, j'irai ce que je veux, je me battrai, les danserai, et je n'en aurai jamais assez de faire rêver. Et puis la troisième règle, c'est qu'il faut positiver. Pierre Dac disait, si nous mettions un peu plus de matière rose dans notre matière grise, il y aurait moins d'idées noires. Merci Pierre, il a tout défini. Face aux chaînes d'infos qui ne broient que du noir, face à nos médias qui n'ont que la guerre à la bouche, à l'affiche de mettre un peu de rose dans notre quotidien. Affiche, mon amour, fais-nous rêver, fais rimer vie avec envie, création et action, amour et toujours. Comment ne pas t'aimer? Le 4e cadeau est de m'avoir offert ma première saga publicitaire pour la marque de ma vie, Citroën. En 1978, nous rachetons avec Bernard une petite agence qui s'appelle Delpire, qui est une agence de graphisme, mais avec une perle, le budget Citroën pour la France. De 7 minutes, je n'aurai de cesse que de le gagner pour le monde, pays après pays, continent après continent, le couteau entre les dents. Et 50 ans après, la marque est toujours chez nous. Je l'emporterai dans ma tombe. Sait-on jamais? Il y a peut-être une filiale à Havas là-haut. Attendez-moi, j'arrive. Horreur des horreurs, ma première affiche de Citroën sera la pire de ma vie. Alors là, vous pouvez siffler. Hein. À peine affiché, les Peugeot convoquent Bernard, disent à Bernard, dans notre famille, nous avons une certaine dignité, y compris pour nos publicités. Je crains que nous ne puissions pas continuer avec vous. Ma mise à l'écart durera 3 ans, où j'aurai l'interdiction totale de traiter le budget. Je devenais fou. J'ai failli de finir à Sainte-Anne, jusqu'au jour où la marque changera de boss. Georges Falconet me convoquera. Je prends les rênes de cette marque que j'aime. Je cherche l'agence pour le faire avec talent. Et moi, j'ai bien aimé votre anti-tape-cul. Alors voilà, vous avez 3 mois pour faire vos preuves. Waouh, waouh, waouh. Pas question de faire du classique. Je tiens ma chance de renverser la table. Je vais changer de média
et tapisser la France d'affiches, fuir la TV, fuir la presse, fuir la radio et remplacer la sempiternelle photo par un dessin. Bref, prendre tous les risques. Ce sera, elle n'est pas là l'affiche. Et alors on n'applaudit pas. Bon, mais je m'en vais, d'accord, bon. Désolé. Elle est sublime cette affiche et elle a 50 ans. Ce sera la dernière grande affiche de Savignac, notre plus grand affichiste. Savignac, mon cher Savignac, tous les créatifs du monde te saluent. Un nouveau grand prix, un nouveau grand succès. L'agence s'envole et déploie ses ailes du désir. L'affiche, comment ne pas l'aimer? Le 5e cadeau de l'affiche, c'est que tout lui est possible. Et justement, voici l'incroyable histoire d'une de mes affiches de l'impossible. Comment mieux créer qu'en créant le jamais vu, le jamais lu, le jamais dit, le jamais écrit. J'envoie une équipe dans le pays du cheval, l'Australie. Le dressage durera 1 mois, mais dès qu'il s'agira d'enfermer la horde sauvage dans un parking, les Australiens refuseront, par amour du cheval. J'ai dû déplacer l'équipe du tournage à Miami, où un shérif plus complaisant acceptera le deal. Mais les chevaux refuseront à nouveau de quitter le parking. Le shérif réglera le problème en sortant son colt, psh, psh, et les chevaux s'envoleront. Le 6e cadeau de l'affiche est ma découverte de la Chine. Nul n'avait eu l'idée d'en faire une terre de pub. Et pourtant, quel vivier d'idées nouvelles, d'images venues d'ailleurs et d'autrement. Ainsi, ma nouvelle affiche de l'impossible, la première photographie interdite de l'enfant caché du Dalai Lama jouant le révolutionnaire. Applaudis cette affiche, unique au monde. Plus personne ne fera jamais ça. Si j'avais été pris la main dans le sauf, je serais encore aujourd'hui en tôle à Pékin ou à Shanghai. Bon. Ce scoop, c'est peut-être ça qui l'a protégé, résume à lui seul les valeurs du Tibet, la poésie, la liberté, la singularité, la religiosité, l'innocence, mais surtout l'humour. Ce seront 4 mois de négociations avec les autorités chinoises et autant de batiches. Mais quelle affiche! J'en tremble encore. Suivra l'idée de faire ce qu'aucune voiture n'avait fait rouler sur la muraille de Chine. De retour à Paris, j'invite mon ami chinois pour une conférence de presse sur le scoop. C'est la consécration des haïtistes. Vous imaginez qu'à l'époque, quand on faisait des grandes campagnes, on convoquait les journalistes et on faisait une conférence de presse comme si on leur annonçait une nouvelle sortie de voiture. Bon. La pub est à son apogée. Tout lui semble permis. Tout lui semble acquis. Mais je vais oser un crime de lèse-majesté culturelle. J'en appelle à Picasso. Citroën lance son nouveau modèle, hélas doté d'un nom à coucher dehors. J'ai 48 heures pour en trouver un autre. Le hasard est le meilleur des créatifs. Je déjeune ce jour-là avec Olivier Picasso, qui est le petit-fils de Picasso et qui s'occupe des affaires de la famille. Et moi, je lui propose le deal. Est-ce que tu accepterais que pour Citroën, qui est la plus belle voiture du monde, s'appelle Picasso? Il me dit oui. Miracle, il accepte. Reste à convaincre Citroën. Jacques Alvé vient de quitter sa présidence. Le nouveau PDG, Jean-Martin Fols, prend le relais. Ce sera sa première décision publicitaire. Quel courage! Il acceptera de payer 1 million par an à Picasso pendant 10 ans. Et le modèle sera le grand succès de Citroën. Et lui était le patron qui prenait cette première décision. La profession et la presse nous affubleront de tous les membres d'oiseaux. Moi, j'aime bien les oiseaux.
Le public applaudira et les ventes s'envoleront. Le modèle durera 10 ans. C'est Picasso en personne qui prendra le relais, sans avoir à montrer la voiture. Mais elle n'aura jamais été aussi présente. C'est la magie de la vie et c'est le courage d'un annonceur. Les idées sont comme les spermatozoïdes. Il y en a des millions, mais il n'y en a qu'un qui franchit les petites difficultés de la vie et qui crée un petit bébé idée. Et ce petit bébé idée, moi, quand je le voyais dans l'agence, quand je le voyais net, je le prenais dans mes bras, j'allais trouver l'homme marketing de l'agence. Il est là, l'homme marketing de l'agence. Voilà, regarde mon petit bébé, comme il est beau. Hein, voilà. Et il me dit, mais il n'est pas stratégique. Stratégique. Un petit bébé vient de naître. Qu'est-ce que tu veux faire avec stratégique? Allez, revois ta copie. On va voir chez notre annonceur. Voilà. Notre annonceur, il est là, il n'a pas bougé. Bonjour, alors regardez notre petit bébé, comme il est beau, il est stratégique. Il dit, c'est là, foutez-moi le camp, vous m'agacez, sortez. Et il prononce le pire mot du vocabulaire publicitaire, on va tester. Un peu moins de tests, un peu plus de testicules. Oh oui, on applaudit. La créativité, c'est simplement une autre façon de penser. C'est l'histoire d'une jeune professeure qui reçoit ses élèves qui ont 10 ans, 11 ans, pour un cours de mathématiques. Alors, elle va au tableau, elle dessine un arbre et elle dit, dans cet arbre, il y a 10 oiseaux, un chasseur tire, quand tu 3. Combien reste-t-il d'oiseaux? Et au premier rang, il y a une petite fille qui dit, moi je sais, il en reste 7. Bravo, lui dit la maîtresse. C'est ça, une soustraction, c'est la bonne réponse. Mais au fond de la salle, il y a un petit garçon qui se lève qui dit, madame, je ne suis pas du tout d'accord. Ils ne sont pas débiles, les oiseaux. Vous leur avez tiré dessus, ils se sont tirés. Il en reste 10. Et elle répond, j'aime bien ta façon de penser. Mais tu es obligé de reconnaître que les mathématiques, c'est que la logique, que l'IA, c'est autre chose. Voilà. Donc, habitue-toi. Et surtout, fais-moi plaisir, ne perds jamais cet état que tu aimes. Ne perds jamais cette possibilité que tu as d'avoir une autre pensée. Et à ce moment-là, le petit garçon dit, mais moi, à mon tour, je vais aussi vous poser une devinette. Dans un jardin public, sur un banc, il y a 3 femmes. La première femme mord dans une glace. La deuxième femme lèche une glace. La troisième femme suce une glace. Quelle est la femme mariée? Alors, la professeure, un peu gênée, dit, écoute, je pense que c'est la troisième. Pas du tout, lui dit le petit garçon. C'est celle qui a une alliance. Mais j'aime bien votre façon de penser. Affiche mon amour, exige le meilleur, l'inattendu. Pas le déjà vu, le déjà connu, pas le déjà pris. Ose la poésie, cultive le romantisme, pratique le libertaire, ne te prive d'aucun tabou, d'aucune nouveauté. N'oublie jamais que c'est toi qui as inventé la pub. On l'applaudit, c'est elle qui a inventé la pub. Affiche mon amour, emmène-nous au bout du monde de la créativité. À toi de tenir ta place dans ce tintamarre médiatique. Affiche mon amour de jeunesse, réveille-toi. Ne te laisse pas. On a applaudi celle-là, c'est ma plus belle affiche.
crois que je ne pourrai plus jamais dire, de toute façon, 220 km à l'heure. Hein. Mais quelle beauté. Affiche, mon amour, ne te laisse pas embastiller par les réglementations, ne te laisse pas museler par les mauvais pensants, les mauvais disants, les mauvais perdants. Éblouis-nous, renverse-nous, séduis-nous, convainc-nous, et par-dessus tout, n'en finis jamais de nous faire rêver. L'affiche, comment ne pas l'aimer? Mais place à ma seconde saga. D'aucuns ont répandu l'idée fausse que j'aurais fait élire François Mitterrand. Erreur d'aiguillage. C'est lui qui m'a fait petit roitelet temporaire de la pub. En 78 sera l'année des législatives. Une fois de plus, l'affiche va me faire un cadeau mirifique. De cet instant, elle m'offre un nouveau champ de bataille. Incroyable mais vrai, c'est Jean-Pierre Audour, l'un des boss d'Avas de l'époque, et mon pire ennemi, qui me mettra le pied à l'étrier. Il me téléphone. Serais-tu d'accord pour me faire l'affiche de François Mitterrand? Ma réponse est toute simple. Tu l'auras dans une semaine. Ma stratégie sera de préparer le coup d'après, en faisant une affiche préparatoire à la présidentielle. De fait, elle sera ma première affiche politique. Je vais y prendre goût. C'est aussi ma première photo mitterrandienne. Elle le définit et le positionne avec 3 ans d'attente qui va le faire démarrer avant tous les autres et arriver devant tous les autres. L'ultime cadeau sera ma première affiche présidentielle. Ou, j'ai bloqué là. Voilà. L'ultime cadeau de l'affiche sera de m'avoir offert l'Élysée. Comment devient-on le communicant d'une présidentielle? Par une simple lettre de proposition. Je l'envoie aux 3 compétiteurs, à Giscard, à Chirac, à Mitterrand. Seul Mitterrand me répond. De son écriture si personnelle, si appliquée, si habitée. Si vous êtes libre, retrouvons-nous demain à déjeuner. J'arrive au restaurant, je lève la tête, le pactole. Les dieux étaient avec moi. Le candidat Mitterrand me propose de faire plus ample connaissance en se réunissant tous les lundis de 2h à 13h. Ce furent les plus beaux lundis de ma vie. Je découvre peu à peu combien son image était l'inverse de son être. Il m'a semblé que le meilleur des messages à rendre était de le dire avec des mots simples et une photo campagnarde, à l'inverse de tous les lazis parisiens. Plus je côtoyais cet homme, plus je sentais naître en lui la victoire. Mais l'affiche finale devait traduire cette force et cette douceur mêlée. Matinée après matinée, je sentais naître la victoire en lui. C'est François Mitterrand qui m'a donné la définition, même la meilleure définition, d'une campagne présidentielle. Tu l'as déjà dit, est élu l'homme, je rajoute la femme, qui raconte à son peuple le morceau d'histoire qu'il veut entendre à ce moment donné de notre grande histoire, à la condition d'en être le héros crédible. Merci, tonton. Et c'est ce qui définira le prochain président ou la prochaine présidente. Le slogan coulait de source, mais les stratèges de l'agence le trouvaient trop bucolique, pour ne pas dire mou du genou. Justement, il était simplement vrai et différent. Moi, je n'endormis pas de la nuit, et dès mon réveil, je courus présenter mon affiche, à qui de droit, à François Mitterrand. J'avais inscrit juste un slogan sur un fond blanc pour qu'il le découvre, sans la photo. Sa réaction fut instantanée. Séguéla, vous m'avez trouvé. Waouh, waouh, waouh. Mais tout faillit s'arrêter là. À la 3e ou 4e matinée, il est 1h, Mitterrand me dit, oh là, Séguéla, je suis très en retard. Je dois annoncer à mon Premier ministre, qui sera mon Premier ministre, je n'ai pas de chauffeur, je n'ai pas de voiture. Monsieur le Président, moi j'ai ma voiture.
Donc je vous conduis, on descend, on longe son petit hôtel de la rue de Lièvre, j'entends Mitterrand pousser un cri. J'avais simplement oublié que ma voiture était une Rolls. Mitterrand me regarde et me dit « Je vous vire, vous tirez, je ne veux plus vous voir. Vous venez de me raconter pendant des mois que chaque signe a un sens, que je dois faire attention à tout. Et vous voulez que j'arrive au Fouquet's, où il y a tous les politiques du monde et tous les journalistes du monde, avec ce symbole de merde de la société de consommation. Ces gars-là, tirez-vous, j'en prends un autre. » Je cours à l'agence, je réunis l'agence, je réunis les créatifs, je dis j'ai pris la leçon de communication de ma vie, arrêtez tout, je ne sais même pas si je vais continuer la pub. Je rentre chez moi, j'écris une lettre, la lettre que j'ai réécrite la plus de fois possible, et je cours la mettre moi-même dans la boîte aux lettres. Et le lendemain matin, quand je suis à 8 h à mon bureau, j'ai un petit mot de Mitterrand qui me dit « Séguéla, je vous pardonne, mais sachez que Mitterrand ne pardonne jamais 2 fois. » Et très bien, il n'y a pas eu de deuxième fois. Tout a une fin. Viendra le jour de ma dernière affiche mitterrandienne. Nous sommes à 6 mois de la campagne de réélection, puisqu'il a été réélu. Le président me convient à déjeuner à l'Élysée. Séguéla, je vais vous poser un problème créatif intéressant. Préparez-moi une affiche qui puisse me servir, mais surtout à celui qui devrait plus que moi incarner cette affiche, Michel Rocard. Vous le savez tous, Mitterrand avait un cancer très prononcé, il était très fatigué, il vous recevait allongé, c'était terrible, horrible à voir, etc. Et donc, il voulait passer la main à son Premier ministre. Bon, mais moi, je dis la vérité. Je dis, Monsieur le Président, vous demandez l'impensable. Une affiche n'est pas interchangeable. Une affiche, que vous le vouliez ou non, c'est la tête du candidat et c'est un titre. On ne fera jamais autre chose. Vous dites, là, taisez-vous. Vous dites, vous avez des idées. Eh bien, prouvez-le, ces gars-là. Moi, je me souviens d'être descendu de son bureau avec Madame Mitterrand qui était là, qui me prend par le bras et qui me dit « Alors, Jacques, on va mourir ici ». C'était ça, cette campagne. C'est pour ça qu'elle était aussi forte et aussi pressante. Mais surtout, le coup de la main, parce que je m'interrogeais après le visage, quel est notre signe distinctif? C'est la main, il n'y en a pas d'autre. Et le coup de la main va me permettre d'agiter la presse en prenant un jour quelle était la main de Mitterrand. Je dis, voilà, c'est la main de Mitterrand, donc c'est lui évidemment qui va être élu. Puis le coup d'après, j'ai dit, mais non, je me suis trompé, c'est la main de Rocard. Et puis tous les médias lui tombaient sur Rocard, etc. Et c'était un jeu de main, jeu de vilain. En fait, c'était ma main. Ainsi naîtra la dernière affiche de l'impossible. Une affiche logo qui pourrait être celle de Mitterrand ou celle de Rocard. En fait, elle était la mienne. Et le bébé était ma fille, Lola, âgée d'1 an. La meilleure façon de remplacer le visage... Pourquoi je n'ai plus mes trucs, là? Ça ne marche plus? Alors, la création n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle est contraire et contrainte. Je compris à cet instant que la partie était jouée. Une nouvelle ère débutait pour la France. La pub y avait joué son petit rôle. Pub, ma chère pub, comment ne pas t'aimer? Et vous qui la faites, aimez-la et elle vous aimera. Glorifiez-la et elle vous glorifiera. Faites-la grande et elle vous grandira. Faites-la belle et votre vie sera belle. Standing ovation pour l'affiche. On se lève, on applaudit, on l'aime. C'est ça la pub.